Je voudrais vous poser d'abord une première question, Alain Berthoz. Vous êtes professeur au Collège de France, vous occupez la chaire de physiologie de la perception et de l'action, ce qui est une discipline qui peut sembler bien abstraite, mais qui en fait intéresse, je dirais, l'humaniste, intéresse l'honnête homme, parce que ça concerne au fond des pans entiers de l'activité humaine. Est-ce que vous pourriez me donner un peu quelques précisions sur cette science de la cognition ? Oui, la physiologie, de la perception et de l'action, c'est l'étude de tous les mécanismes grâce auxquels le cerveau organise nos mouvements à partir des informations que donnent les sens, mais aussi à partir de notre mémoire, à partir de notre expérience passée. Claude Bernard disait, la physiologie, c'est l'étude de la coordination des parties au tout. C'est-à-dire que nous nous intéressons à la fois à ce qui se passe dans un neurone du cerveau, dans un muscle, mais aussi des relations avec les intentions jusqu'à des aspects qui concernent l'interaction avec l'autre. Donc c'est une physiologie qui se fait chez l'homme sain ou la femme par des méthodes de psychologie expérimentale. Mais aussi par des études plus invasives en utilisant les grandes méthodes de la physiologie moderne, l'étude de l'imagerie cérébrale, l'étude de l'électroencéphalographie, la description du mouvement pour le geste sportif par exemple, et aussi des expériences qui sont faites chez l'animal, puisqu'en fait on ne peut comprendre comment fonctionne le cerveau qu'en allant vraiment à l'intérieur du cerveau. Et puis nous travaillons aussi avec des malades, des patients, avec nos collègues neurologues, psychiatres, otorhinolaryngologistes, ou les gens qui s'occupent de ces fonctions qui nous permettent de nous déplacer dans le monde, et dans le monde sportif qui nous permettent d'accomplir ces multiples actions que font les sportifs. Alors, les sciences de la cognition, on peut peut-être en dire un mot, elles sont par essence, si j'ose dire, pluridisciplinaires. Elles sont au carrefour, en tout cas, de disciplines classiques qui trouvent peut-être là l'occasion de nouveaux développements ou de formuler de nouveaux problèmes. Oui, les sciences de la cognition, c'est une grande aventure qui a commencé il y a bien longtemps, mais plus particulièrement il y a une quinzaine d'années, lorsque des physiologistes, des psychologues, des mathématiciens, des philosophes, des psychiatres se sont mis ensemble pour essayer de comprendre le fonctionnement du cerveau. Et en effet, il faut rassembler des connaissances extrêmement variées pour comprendre les problèmes qui nous intéressent, qui sont ceux de la connaissance, la conscience, l'anticipation du geste. Et en France en particulier, nous avons eu la chance que les tutelles, c'est-à-dire les grands organismes scientifiques, ont bien voulu créer plusieurs programmes, les uns après les autres, sous l'égide des ministères, pour faire ce rassemblement et pour créer ces équipes multidisciplinaires. Dans mon laboratoire, par exemple, eh bien, dans une même équipe, on trouve des mathématiciens, des psychologues, des médecins aussi. Et dans les collaborations que nous avons eues avec l'INSEP en particulier, là aussi, sur l'étude d'un certain nombre d'activités sportives, nous avons pris l'habitude depuis 15 ans maintenant de mettre ensemble dans des équipes des spécialistes de la biomécanique, des spécialistes de la physiologie, de la perception. Et c'est cette aventure qui continue aujourd'hui et qui est enseignée, puisqu'il y a même des masters et des enseignements de sciences de la cognition. C'est d'ailleurs un mouvement international, puisque dans les autres pays, on assiste à ce rassemblement de disciplines autour de cet objet. Vos travaux sont multiples, mais on peut peut-être retenir, pour donner un ordre, qui est un ordre arbitraire, mais qui est un ordre comme un autre, on peut peut-être retenir 3 grands moments qui correspondent à 3 de vos ouvrages principaux, le sens du mouvement, la décision et l'empathie. On peut peut-être commencer par le sens du mouvement. Dans le sens du mouvement, vous énoncez un certain nombre d'hypothèses, qui sont des hypothèses assez fondamentales. Par exemple, celle qui consiste à dire que le cerveau est un simulateur d'action ou un émulateur. Alors j'aimerais qu'on s'arrête à cette idée du cerveau comme simulateur. Oui, vous savez, je suis ingénieur de formation et en même temps j'ai fait des études de psycho, de neurophysiologie, et l'approche que nous avons faite avec toute l'équipe du laboratoire et toutes les coopérations que j'ai mentionnées est une approche qui
au fond, mêle des concepts. Le concept de simulateur est un concept qui signifie quelque chose pour les industriels, mais qui est aussi très important pour la physiologie. Je crois effectivement que le cerveau n'est pas une machine qui reçoit passivement les informations des sens et les traite pour ensuite donner un mouvement. Au cours de l'évolution, les animaux, autrefois, les petites bêtes les plus anciennes, prenaient des informations sur le monde et puis, d'une façon réactive en quelque sorte, avec des mécanismes réflexes, automatiques d'une certaine façon, produisaient des mouvements de capture, des mouvements d'échappement, de fuite devant un prédateur. Mais au cours de l'évolution, se sont construits chez les primates et en particulier chez l'homme des mécanismes qui permettent d'échapper à cette sorte de tyrannie de l'existence du monde qui fait que nous réagissons aux événements, aux stimulations extérieures pour, dans des boucles perception-action en continu, produire des mouvements. Au cours de l'évolution sont apparus des mécanismes qui permettent au cerveau de jouer en quelque sorte, en interne, sans d'échapper à l'exécution, à ce cycle perception-action, et de faire ce que j'appelle la simulation, c'est-à-dire de jouer dans les mécanismes, dans des boucles internes au cerveau, le geste, l'action, l'intention, etc. Et c'est cela qui nous a intéressés, et c'est ça qui est un grand défi aujourd'hui pour les neurosciences ou les sciences cognitives, de comprendre quels sont ces mécanismes, parce qu'ils sont essentiellement anticipateurs. Ils permettent par exemple de choisir. On n'est pas lié à une seule action, ça permet de choisir, de décider. On peut penser évidemment aux skieurs qui, avant de parcourir la piste, aux skieurs de compétition, qui est en train de simuler, par des gestes, de simuler, ou simplement dans sa tête peut-être, de penser aux gestes qu'il va faire, à l'ensemble et à la suite des gestes qu'il va faire, comme anticipation au fond de la compétition elle-même. Alors expliquez-nous cela. Oui, ce sont nos amis sportifs qui nous ont appris qu'au fond, on ne peut pas être champion de ski si on passe son temps à traiter les informations sensorielles, et que les grands champions de ski, comme beaucoup de grands sportifs, en réalité simulent en interne la piste, l'ensemble des gestes, des séquences qui vont se produire. Et ceci nous a intéressés parce qu'au fond, il n'est sans doute pas possible pour le cerveau de traiter en permanence toutes les informations des sens. Le cerveau est un prédicteur et il va choisir à chaque moment, à chaque instant, à chaque geste, au fond, les informations sensorielles qui sont pertinentes par rapport à l'action. Et on a même été amené à aller un petit peu plus loin en pensant qu'au fond, le cerveau est simplement un comparateur. Il va simuler mentalement l'ensemble des gestes qui sont nécessaires pour descendre une piste, mais aussi pour faire d'autres mouvements sportifs. Et à chacune de ces phases, il va prédire l'état dans lequel doivent être certains des capteurs sensoriels, la vision, les capteurs des muscles, etc. Et il va au fond comparer ces prédictions avec ce qui se produit. Et ce type de mécanisme est sans doute le seul qui permet d'aller aussi vite. C'est vrai aussi pour le musicien. Mais vous savez, un des plus grands physiologistes dans l'histoire des neurosciences s'appelait Bernstein. Il était professeur à Moscou et il a été en fait professeur dans une école de sport. Et c'est par l'observation des gestes sportifs que Bernstein avait conçu ces théories qui déjà étaient des théories qui anticipaient en quelque sorte les théories modernes sur ce rôle de simulation du cerveau. Mais ce que montrent les techniques modernes d'investigation du cerveau, et c'est assez prodigieux au fond, c'est que ce sont les mêmes structures qui sont mobilisées lorsqu'on simule un mouvement et lorsqu'on l'exécute. Oui. C'est plein de leçons tout cela. Oui, ceci avait été déjà dit, n'est-ce pas, par les philosophes, par les psychologues il y a longtemps, mais il y a une vingtaine d'années qu'en Suède, d'ailleurs, un chercheur utilisant les méthodes de l'imagerie cérébrale
a montré que lorsque quelqu'un imaginait un mouvement, il activait les mêmes structures que celles qu'il activait lorsqu'il allait réaliser ce mouvement. Et cette recherche, qui a été ensuite poursuivie à Lyon dans des équipes de neuropsychologie ou de neurologie, puis dans le monde entier, ont montré qu'effectivement, lorsque j'imagine un mouvement, lorsque j'imagine le mouvement d'attraper un objet ou de sauter, eh bien, les structures des cortex moteurs, prémoteurs, et toutes les structures du cerveau qui participent à la préparation du mouvement ou à leur exécution sont activées presque de la même façon. Il a été aussi montré une chose qui était connue d'ailleurs des sportifs aussi, je crois, c'est ce qui est appelé de ce mot un peu barbare d'isochronie. C'est-à-dire qu'il faut à peu près le même temps pour imaginer un mouvement que pour l'exécuter. Pas exactement en secondes, mais si par exemple j'imagine que je me lève là maintenant et que je fais le tour de cette pièce, il va me falloir un certain temps. Eh bien, il y a une certaine proportionnalité entre le temps qu'il me faut pour imaginer mon mouvement autour de cette pièce et le temps qu'il me faut réellement. Ce qui est une preuve de plus de cette similitude, de cette similarité entre l'imagination du mouvement et l'exécution. Alors, les données récentes de l'imagerie cérébrale montrent qu'en réalité, ça n'est pas totalement vrai. Ce ne sont pas exactement les mêmes structures qui sont activées. Il y a certaines qui sont plus particulièrement impliquées dans l'imagination que pendant l'exécution. Mais c'est là justement l'objet de toute la physiologie, de comprendre dans cette hiérarchie des mécanismes qui nous permettent de faire un mouvement complexe, qu'est-ce qui va être mis en jeu et qu'est-ce qui ne va pas être mis en jeu. Moi-même, j'ai proposé une idée, par exemple, pour les mouvements du regard. Par exemple, lorsque vous fixez un point, lorsque je fixe votre visage, par exemple, je peux déplacer mon attention. Je peux regarder à gauche ou à droite sans déplacer mon œil, en laissant l'œil fixe. Ces mouvements imaginés que je fais du regard mettent en jeu, pour une part, les mêmes structures dans mon cerveau que celles qui sont activées lorsque je fais les mouvements du regard à gauche et à droite. Mais en réalité, ceci implique aussi toute une hiérarchie de mécanismes inhibiteurs dont nous reparlerons, si vous voulez, un peu plus longuement. Donc ici, à la fois, cela présente des avantages adaptatifs. Ne négligeons jamais une perspective néo-darwiniste, oui. néo-darwinienne. Et d'autre part, ce qui est très remarquable, c'est que ça conteste un peu toutes les prétentions anthropocentriques, car tout ce que vous nous dites là replace l'homme, au fond, dans la lignée. Et tous ces mécanismes sont présents déjà dans la lignée. Oui. Pratiquement, nous devons aujourd'hui étudier le fonctionnement du cerveau de l'homme dans toute cette production de mouvements, en admettant l'idée qu'il y a une hiérarchie de mécanismes, des plus élémentaires jusqu'aux plus récents. Lorsque une cible apparaît quelque part dans le monde, nous sommes attirés de façon automatique vers cette cible par des mécanismes sous-corticaux, c'est-à-dire qui impliquent des structures au fond du cerveau, comme le colliculus supérieur, par exemple, qui est une espèce de carte que nous avons dans le cerveau, qui est une carte du monde visuel, qui permet, lorsqu'une cible apparaît, ou surtout quand elle est en mouvement, une balle, un objet, une personne, immédiatement d'aller capturer avec le regard ou avec la main cette cible. Ces mécanismes sont présents chez le lézard. C'est grâce à ces mécanismes que le lézard peut lancer sa langue et attraper une mouche. Et vous savez que le lézard n'attrapera jamais la mouche avec sa langue s'il lance la langue vers là où est la mouche. Il faut qu'il lance la langue en avant, comme le champion de tennis n'attrapera jamais la balle s'il lance la raquette là où est la balle, ou le Une rugbyman. anticipation, donc. C'est-à-dire qu'il doit anticiper. Déjà, le lézard ou la grenouille, pour attraper la mouche, doit anticiper. Donc ces mécanismes très archaïques, très anciens, sont présents dans notre cerveau et nous donnent des capacités d'anticipation, de rapidité extraordinaires. Donc, ceci ne veut pas, autrement dit, dire ancien, archaïque, ne veut pas dire simple, car l'évolution avait déjà trouvé, pour permettre la capture ou pour permettre la fuite,
des solutions extraordinairement élégantes pour simplifier ce que nous appelons d'un autre mot un peu bizarre, la neurocomputation, les calculs. Donc, et puis sur ces mécanismes-là qui sont présents chez nous, se sont superposés avec le développement du cortex cérébral, avec le développement en particulier du cortex frontal, préfrontal, d'autres mécanismes qui permettent d'anticiper en fonction du passé, etc. Donc de complexifier. Donc il faut effectivement aujourd'hui redonner à l'homme ses sources, en quelque sorte. Donc il y gagnera, c'est un peu ça. Comment ? Il y gagnera. Il y gagnera. C'est pour ça que dans mon livre sur la décision, je dis que la décision est aussi présente dans la cellule de Motner, chez le poisson, dans un seul neurone, chez le crapaud. J'aimerais qu'on vienne à cette idée des fameux neurones miroirs. Oui. C'est une expression qui peut paraître assez étrange. En tout cas, cette idée importante que lorsque l'on regarde quelqu'un, par exemple, faire quelque chose, au fond, ce sont les mêmes zones cérébrales qui sont activées quand on regarde faire quelque chose et lorsqu'on le fait. Oui. Ça, c'est plein de leçons pour l'apprentissage. Hein. L'idée que l'apprentissage a quelque chose à voir avec l'imitation, par exemple. J'aimerais qu'on s'arrête un peu à cela. Oui. La découverte concrète qui a été faite par notre collègue Giacomo Risolati en Italie est la suivante. En enregistrant des neurones dans une partie du cortex frontal, ici, qui est une partie prémotrice, c'est-à-dire qui était connue pour participer à la préparation des mouvements, il a découvert que certains neurones, qu'il a appelés neurones miroirs, s'activent aussi bien lorsque le singe mange un cacahuète que lorsque l'expérimentateur mangeait un cacahuète. C'est-à-dire que tout d'un coup, alors qu'ils étudiaient l'activité de ces neurones pendant que le singe mangeait le cacahuète, j'imagine que l'expérimentateur a dû manger un cacahuète et à sa grande surprise a dû découvrir que le même neurone était activé. C'est une découverte qui a bouleversé la physiologie parce qu'elle a montré et elle montre ce qui avait été anticipé déjà, d'ailleurs, depuis très longtemps par des théoriciens ou des physiologistes ou même des philosophes ou des psychologues, à savoir que ce qui est codé dans le cerveau, ça n'est pas la taille d'un objet, ça n'est pas sa forme, ça n'est pas forcément, disons, le monde physique, c'est l'action. Et le fait que ces neurones, certains de ces neurones codent certaines actions et autres, révèle que le fait que notre cerveau dispose d'une grille d'interprétation, en quelque sorte, du monde, qui est en termes d'un répertoire d'actions. Manger, tourner, attraper, etc. Donc c'est une petite révolution qui a des conséquences évidemment qui intéressent les philosophes, les phénoménologues, toute la tradition de la phénoménologie husserlienne, par exemple, a été intéressée à ça, et qui concrètement a des conséquences, évidemment, au niveau de l'apprentissage, au niveau du développement de l'enfant, et certainement dans la compréhension de ce qu'est le geste sportif, mais aussi le jeu à plusieurs, parce qu'à ce moment-là, lorsque nous sommes en train de jouer dans un jeu collectif, dans le sport par exemple, le fait de savoir que la perception que j'ai du geste de l'autre est immédiatement codée dans mon cerveau sous la forme d'un geste que je fais moi-même, peut expliquer certainement beaucoup des règles ou de ce qui se passe au cours d'un jeu sportif. Ce qui est important, c'est insister sur l'imitation, sur l'importance au fond du modèle, ça a des conséquences pédagogiques et ça concerne la pédagogie en général et la pédagogie sportive en particulier. C'est Michel Serres qui aime bien distinguer prendre, apprendre et comprendre, hein, cette trilogie et pas l'inverse, contrairement à ce que pouvait prétendre la pédagogie traditionnelle. Mais j'aimerais qu'on puisse retenir et qu'on puisse articuler cette part de l'imitation avec l'innovation. Comment le physiologiste que vous êtes, le spécialiste des sciences cognitives, essaie d'expliquer le rapport entre l'imitation et l'innovation, c'est-à-dire une imitation qui n'est pas stérile et seulement stérile. Voilà, tout le problème, il est là actuellement. C'est que cette découverte des neurones miroirs donne une dimension sur l'imitation. Vous savez qu'il y a même aujourd'hui une théorie qui propose l'idée que cette région qui, chez l'homme,
est situé proche de l'aire dite de Broca, pour la gauche, qui est l'aire du langage, pourrait être une aire qui a joué un rôle très important dans l'élaboration de la capacité de communiquer. Mais l'impression que nous avons aujourd'hui, c'est que d'abord, ce système de la compréhension du geste de l'autre, par l'intériorisation du geste, ne concerne pas que cette zone particulière. C'est un véritable système impliquant plusieurs aires du cerveau qui est impliqué dans la compréhension de l'observation d'autrui, avec une région plus temporale, etc. Donc, encore une fois, faisons attention aujourd'hui, on ne fait pas de la phrénologie en pensant que tout se passe dans une partie du cerveau. Ce sont des réseaux, des systèmes impliqués. L'idée aujourd'hui peut-être, c'est que ce mécanisme-là, très important, effectivement, est essentiellement un mécanisme d'imitation de l'action. Mais il n'explique pas la capacité que nous avons d'aller inventer d'autres gestes, d'aller utiliser ce répertoire élémentaire des gestes pour en inventer de nouveaux. Et tout le problème de la relation entre ces bases-là et l'invention, en quelque sorte, ce que vous appelez l'innovation, c'est ça ? Et en matière sportive, sans doute la capacité d'aller trouver de nombreuses façons de faire la même action, c'est encore un grand défi. Ce qui est vraisemblable, c'est que cela implique, justement chez l'homme en particulier, des aires du cerveau qui ne sont plus ces aires prémotrices ici, mais qui sont les aires du cortex frontal, préfrontal, où se jouent les choix, les décisions, les branchements, les combinaisons nouvelles. C'est-à-dire que là, il va falloir sans doute, pour comprendre le geste nouveau qu'invente un sportif, ou qu'invente un danseur, ou qu'invente un acteur, faire intervenir une coopération entre de multiples aires du cerveau, et c'est ça le grand défi de la physiologie aujourd'hui, qui permet et qui utilise toutes les méthodes modernes d'exploration cérébrale. À côté des 5 sens que nous connaissons, il y aurait un 6e sens qui renverrait au corps propre, synesthésie. Et puis il y aurait un 7e sens. Vous êtes un peu le promoteur de ce 7e sens, qui serait la kinesthésie, qui serait à relier précisément justement à cette simulation, au cerveau comme simulateur. Oui, alors je vous remercie de cette question parce que là, il y a vraiment une chose qu'il faut éclaircir. D'abord, nous n'avons pas que 5 sens. En plus des sens traditionnels, la vision, d'ailleurs, vous savez que nous avons beaucoup de visions. Il y a les visions du mouvement, la vision de la forme, etc. Mais en plus des 5 sens traditionnels, la vision, le toucher, l'olfaction, l'audition, nous avons des capteurs sensoriels qui sont mal connus, qui sont d'ailleurs en général oubliés, même dans les livres d'école, dans les expositions, à la télévision, qui sont les capteurs, qui sont précisément les capteurs du corps. Les fuseaux neuromusculaires, qui sont les capteurs qui mesurent l'étirement des muscles, les capteurs des articulations, qui mesurent l'angle des articulations, ce que nous appelons la proprioception musculaire, articulaire, qui donne au cerveau les informations sur les mouvements du corps. Cette proprioception, elle est en quelque sorte aveugle, car elle ne permet au cerveau que de connaître les mouvements relatifs des parties du corps les unes envers les autres. Elle ne donne au cerveau aucune information sur le monde extérieur, sur les relations du corps avec l'espace. Et puis nous avons un autre capteur qui est très important, mal connu, qui est dans l'oreille, ici, au voisinage de l'oreille qui entend, qui s'appelle les capteurs vestibulaires. Ce sont des capteurs, des accéléromètres. Il y en a 3 qui mesurent les rotations de la tête, et puis 2 qui mesurent les translations de la tête, verticale ou horizontale. Et ces capteurs vestibulaires constituent le référentiel fondamental de toute notre perception du monde. Et parce que sans doute il est inconscient, on n'en parle pas beaucoup, mais il travaille avec les capteurs des muscles ou des membres pour constituer une part très importante de la kinesthèse, finalement, de notre perception des mouvements et des relations avec l'espace. Parce que ces capteurs vestibulaires, eux, ils connaissent la relation de mon corps avec l'espace. Lorsque je m'incline,
ils me disent quelle est l'inclinaison du corps par rapport à la verticale. Et ces capteurs travaillent avec la vision, ils travaillent avec tous les autres capteurs du corps. Donc oui, il faut réhabiliter en quelque sorte cette perception inconsciente que nous avons du corps qui est encore mal connue et qui est importante parce que c'est le sens du mouvement. Alors, est-ce qu'il y a 5 capteurs, 6 capteurs, 7 capteurs, 8 capteurs, 8 sens? La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est que je crois que tout ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Compter les sens n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que, encore une fois, aucun des capteurs sensoriels ne travaille seul. La perception est toujours multisensorielle parce qu'elle est guidée par l'action. Lorsque je veux faire un geste, lorsque je veux attraper quelque chose, lorsque je veux sauter par-dessus un obstacle, et ceci est connu évidemment de nos amis sportifs et entraîneurs, ou lorsque je suis sur un plongeoir que je veux sauter, le cerveau a besoin à chacune des phases du mouvement, encore une fois, d'une sélection des informations sensorielles, ce que j'appelle une configuration des sens. Donc, compter les sens n'a pas beaucoup de sens parce que le cerveau va choisir à tout moment des groupements d'informations sensorielles qui vont être utiles, avec d'ailleurs une rapidité extraordinaire de changement. Dans un salto, par exemple, sur le trampoline, lorsque le sauteur s'élève, il peut utiliser la vision, les capteurs sensoriels pour mesurer son élévation. Mais lorsqu'il fait cette rotation à 500 degrés par seconde, extraordinairement rapide, la vision ne sert plus à rien, le monde visuel glisse sur la rétine. Et le cerveau bascule en un instant à un guidage de l'action qui est uniquement à partir de ces capteurs vestibulaires, avec parfois un ancrage sur le monde extérieur. Et puis, au contraire, lorsqu'il va retomber sur le tapis, qu'il va préparer sa chute, eh bien, il faut au contraire que le cerveau réutilise d'autres informations pour prédire la chute et éviter évidemment la catastrophe. Donc vous voyez que le cerveau est aussi une machine extraordinaire qui va choisir en fonction des moments des configurations d'informations sensorielles et c'est ça qui est très intéressant. Ce sens du mouvement, lorsque vous en parlez, vous citez un exemple qui est tout à fait remarquable, qui est celui de malvoyants jouant au basket. Je crois que vous vous référez, il y aura des expériences qui ont été faites et on s'aperçoit qu'il y a là des capacités au fond de simulation et d'anticipation très remarquables. Oui, c'est nos amis qui travaillaient d'ailleurs à l'INSEP, au laboratoire de neurosciences de l'INSEP avec lesquels nous coopérons depuis très longtemps, et qui étaient des enseignants au lycée pour enfants malvoyants de Montgeron, et qui étaient venus un jour nous voir il y a fort longtemps en nous montrant une vidéo de 2 groupes d'enfants qui jouaient au basketball. En nous disant, voilà, il y a un de ces groupes est malvoyant et l'autre sont des enfants qui voient très bien. Dites-nous lequel. Et nous avions été incapables. Ça nous avait fait un choc assez profond, puisque ceci nous révélait le fait que ces enfants dits malvoyants étaient quand même capables de jouer au ballon et qu'ils étaient donc catégorisés comme malvoyants à partir d'une proportion très faible des capacités du système visuel. Et l'idée que nous avions étudiée avec nos collègues pendant un certain nombre d'années était qu'ils avaient en réalité une difficulté à voir, à lire, et l'ophtalmologie, jusqu'à très récemment, testait essentiellement la vision précise, la vision des lettres, la vision du détail statique, mais elle ne testait pas la vision du mouvement. Or, ces enfants, plus ça allait vite, plus ils étaient bons. Même, ils pouvaient attraper une balle. C'était extraordinaire. L'explication physiologique que nous avons proposée à l'époque et qui tient toujours, et qui doit d'ailleurs encore être documentée par des recherches, est que la vision corticale, qui est la vision des objets, qui est testée par les tests d'ophtalmologie classiques, était effectivement déficiente chez ces enfants, mais la vision sous-corticale,
en particulier celle donnée par ce colliculus supérieur qui est si utile pour le lézard, pour attraper sa proie, était intacte. Autrement dit, l'idée, c'est qu'il était possible peut-être, comme l'avaient fait nos collègues, d'utiliser une partie de cette vision pour leur permettre de faire des choses qui n'étaient pas nécessairement comprises à l'époque. Alors ceci est très important parce que toutes les données récentes montrent que dans le système visuel en particulier, nous savons qu'il y a beaucoup de systèmes. Nous avons un système visuel qui est un système qui implique la partie dorsale du cerveau, qui est le système qui relie la perception du monde à l'espace. Et c'est ce que les physiologistes appellent le système du où sont les choses dans l'espace. Nous avons un deuxième système visuel qui est un système qui va du cortex visuel vers le lobe temporal, qui est spécialisé dans l'identification des formes des objets, l'identification de la forme ou des visages. Et puis, même dans ces systèmes, il y en a plusieurs qui sont concernés plus ou moins par le mouvement, etc. Et puis, il y a tous ces systèmes sous-corticaux qui vont impliquer la capacité d'anticiper le mouvement. Donc, on a la chance, en quelque sorte, que l'évolution nous a dotés d'une multiplicité de systèmes en parallèle et il faut savoir les exploiter. Et c'est ce que sans doute les sportifs apprennent à exploiter au cours de l'apprentissage. J'ai envie de revenir à l'apprentissage, c'est une chose qui nous intéresse particulièrement. Est-ce que l'on peut considérer que nous disposons, au fond, et ce serait à rapporter à l'évolution, que nous disposons d'un réservoir de gestes, entre guillemets, naturels, que l'apprentissage ferait surgir, éveillerait? On n'est pas simplement dans une acquisition. On peut penser, par exemple, au parachutiste, par exemple, qui doit faire un certain nombre de gestes, tenant compte d'un certain nombre de lois, au fond, peut-être des lois newtoniennes. Est-ce qu'il y aurait, d'une certaine façon, au cours de l'évolution, une sorte d'intégration de ces mécanismes généraux? Oui, il y a plusieurs choses magnifiques se sont produites au cours de l'évolution. D'abord, certainement, l'acquisition d'un répertoire de mouvements qui sont gérés par des structures comme dans le cerveau, que nous appelons les ganglions de la base, etc. Donc il y a un répertoire, une bibliothèque de mouvements, et faire une action, c'est clairement combiner ce répertoire génétiquement programmé vraisemblablement, inscrit d'ailleurs dans le squelette aussi, dans l'anatomie. Mais en plus de ce répertoire de mouvements programmés, il y a aussi la capacité qui s'est développée de ne pas faire certains mouvements. Car finalement, agir, c'est aussi inhiber des choses. Certains des mouvements sont contradictoires. Il y a des réflexes. Si je veux regarder à droite, par exemple, j'ai un répertoire de mouvements qui est une coordination entre le mouvement de mon œil et le mouvement de ma tête. Mais cette synergie, comme l'appelaient nos maîtres autrefois, cette synergie des yeux de la tête, ou des yeux de la tête et du bras, elle est contradictoire avec un autre élément du répertoire de mouvement, qui est un réflexe qui, par exemple, me permet de stabiliser le regard dans l'espace lorsque je bouge la tête. Si je veux continuer à vous regarder en tournant la tête, je dois produire un mouvement de l'œil en sens contraire. Voilà deux mouvements qui sont antagonistes. Et donc, la capacité d'inhiber certains mouvements, de choisir, encore une fois, est importante. Et dans le cas du parachutiste, comme dans le cas de beaucoup d'autres mouvements sportifs, tout le jeu consiste à gérer en quelque sorte à la fois des mouvements réflexes, des mouvements automatiques et d'autres qui ont été appris. Et puis nous avons évidemment, grâce en particulier à toutes les structures qui, dans le cervelet mais aussi dans le cortex, les structures qui ont été élaborées au cours de l'évolution, la capacité d'inventer des mouvements nouveaux, de résoudre un même problème avec des stratégies motrices différentes. C'est ce que les psychologues appellent la vicariance. C'est-à-dire que pour sauter, eh bien, on peut utiliser des stratégies. Et souvent, il faut,
pour arriver à inventer, vous parliez d'innovation tout à l'heure, le bon geste, le bon mouvement, il faut désapprendre des mouvements qui font partie soit du répertoire naturel, soit du... Mais ce que je dis là, ce sont des évidences pour des sportifs, je pense. Alors, les fonctions les plus élaborées, comme la raison par exemple, ou la décision, sont toujours ancrées dans l'action. On peut reprendre une phrase que vous aimez citer, phrase de Goethe dans le Faust, au commencement ou au début est l'acte. J'aimerais en quoi ces fonctions sont-elles ancrées dans l'action? Comment concevez-vous l'action? L'action a un rapport au but d'ailleurs, vous aimez le rappeler. Oui, la phrase de Goethe que j'ai citée dans le sens du mouvement est une phrase qui est importante parce qu'elle place l'axe par rapport au langage. Au début, Faust dit, au début était le verbe, puis il se reprend et il dit, oh non, au début était la force, et ensuite il dit, non, au début était l'acte. La raison pour laquelle j'ai cité cette phrase, c'est que nous sortons d'un siècle dans lequel on a oublié l'acte, d'une certaine façon, le corps sensible, et dans lequel il y a eu une dominance du verbe, du langage. Autant à l'école, par la façon dont on enseigne même les mathématiques. Rappelez-vous que récemment, notre collègue Charpak en physique a créé la main à la pâte. Il a dit que la physique ne doit pas être simplement acquise et apprise par des concepts, mais aussi par la main à la pâte, le geste au fond, le mouvement. Et c'est vrai dans le théâtre, où on avait le théâtre du verbe. Or, Mnouchkine, par exemple, Grotowski, ont réintégré le théâtre qui est le théâtre oriental, que le théâtre du corps, le théâtre du geste. Donc, la raison pour laquelle j'ai cité cette phrase, c'est parce que nous assistons depuis quelques années, depuis une dizaine d'années, à une réhabilitation, en quelque sorte, de l'importance de l'action, après un siècle qui a vraiment cru à la domination du langage en matière de sciences cognitives, puisque vous parliez tout à l'heure des sciences cognitives. Un grand nombre des mécanismes cérébraux ont été expliqués par l'action et aussi malheureusement en psychiatrie. Vous savez que on explique encore un certain nombre de maladies comme l'autisme ou des maladies psychiatriques par des déficits de la communication par le langage. On culpabilise même les mères. Bettelheim. Voilà, alors que ce sont des maladies génétiques et ce sont des maladies qui, par les déficits qu'elles produisent dans le cerveau, rendent sans doute à ces enfants, donnent à ces enfants une difficulté pour justement établir les relations entre leur corps et l'espace, le corps et l'autre. Vous dites que la perception est toujours action simulée. Oui. Là, j'ai envie de reprendre la citation de Merleau-Ponty que vous aimez bien. La vision est palpation par le regard. Oui. Vous savez, déjà, Janet, dont on a dit qu'il était aussi grand que Freud, avait dit « Percevoir un fauteuil, c'est imaginer qu'on va s'y asseoir ». Et dans les œuvres de Janet qu'on doit relire, il y a déjà ce pressentiment. Et la phrase de Merleau-Ponty, « La vision est palpation pour le regard », est effectivement une phrase qui est importante et qui, jusqu'à récemment, était phrase de philosophe. Et justement, il se trouve qu'il y a moins d'un an, des collègues à Marseille, avec d'ailleurs nos amis italiens, qui avaient découvert les neurones miroirs, ont fait l'expérience. Ils ont montré à un sujet, dans l'IRM fonctionnel, c'est-à-dire dans la machine qui permet d'enregistrer le mouvement, l'activité du cerveau, ils ont montré à des sujets des images de quelqu'un en train de caresser leur jambe, leur cuisse par exemple, et en même temps, ou juste après, ils ont fait caresser vraiment la cuisse de la personne. Et ils ont montré que les aires du cerveau qui sont, par ici, qui sont les aires sensorielles, du cortex sensoriel, sont activées aussi bien lorsque on
voit quelqu'un caresser quelqu'un d'autre, comme au cinéma, ou bien lorsqu'on caresse. C'est-à-dire que Merleau-Ponty avait raison, la vision est bien palpation par le regard. Mais il y a dans la phrase de Merleau-Ponty, donc, et on sait d'ailleurs, ceci avait été montré il y a près de 30 ans par notre ami et collègue Bakirita, qui avait permis à des aveugles de voir avec la peau. Il avait réalisé une matrice tactile qui projetait les images d'une caméra vidéo sur la peau, sous forme de vibration. Donc on obtenait une espèce d'image vibratoire. Il avait montré, par exemple, que lorsque on envoie une balle, puisque nous sommes dans le monde du sport, à cet aveugle, et que la caméra voit la balle, mais se contente de le chatouiller dans le dos, cet aveugle fait comme ça, c'est-à-dire qu'il se protège contre une balle qui vient vers lui. Autrement dit, alors qu'il est chatouillé dans le dos par ces vibrations, il voit, il perçoit la balle. Donc, ceci avait déjà été pressenti il y a longtemps. Mais il y a dans la phrase de Merleau-Ponty plus, qui est un défi pour aujourd'hui. Merleau-Ponty a dit « la vision est palpation par le regard ». C'est-à-dire qu'il a aussi compris que le regard, c'est plus que diriger l'œil, que le regard est déjà captation de l'autre. Il est projection sur le monde, et c'est l'idée que j'essayais de développer dans les bouquins. Le cerveau ne se contente pas de recevoir, le cerveau projette vers le monde ses hypothèses, ses perceptions, et le regard, c'est ça aussi. Le regard, il va falloir qu'on travaille. Il y a actuellement d'ailleurs beaucoup de travaux qui sont faits sur le regard échangé, la captation par le regard, dont on pourrait reparler si vous le voulez. Il faut parler donc de projection sur le monde. Vous avez, concernant le rêve, des analyses où le rêve n'est pas du tout analysé dans les termes traditionnels ou classiques. Vous voyez le rêve comme une sorte de simulation du monde. Oui, c'est-à-dire que le rêve est la meilleure preuve, au fond, du fait que notre cerveau n'a pas besoin du monde. Au moins quand nous sommes adultes. Moi, je rêve énormément. D'ailleurs, j'ai des rêves catastrophiques. Ma vie de rêve est un échec permanent. J'y vois des crimes. Et dans les rêves, tout semble réel. C'est-à-dire, je porte des valises, je marche, je saute, etc. Et je vole aussi. J'échappe à la gravité. On pourra en parler tout à l'heure. Mais le rêve est une simulation quasi complète de notre perception, de nos actions. Et or, pendant le rêve, le cerveau ne reçoit aucune information sensorielle ou pratiquement aucune. Donc, le rêve nous met sur une piste qui est l'existence dans les structures neuronales de notre cerveau de ce que nous appelons aujourd'hui, dans un jargon emprunté aux roboticiens, des modèles internes, des membres, de la physique, de la réalité, et dans nos mémoires, dans la mémoire, puisque la mémoire joue un rôle si important dans l'action, de l'ensemble, au fond, des propriétés du monde réel, même de sa physique. Nous avons d'ailleurs, autrement dit, le rêve suggère que nous sommes deux. Le rêve suggère que nous avons bien dans notre cerveau ce que les neurologues avaient appelé au début du siècle précédent le schéma corporel. Le rêve nous montre que nous avons dans notre cerveau ce qui permet le bras fantôme, c'est-à-dire que quand on coupe un bras, l'amputé peut encore percevoir un bras fantôme, et pas seulement un bras fantôme immobile, mais il le sent bouger. Nous avons donc dans notre cerveau des mécanismes, vous voyez, j'évite le mot représentation parce que comme Merleau-Ponty, je ne l'aime pas beaucoup, des mécanismes qui nous permettent de simuler le corps, le monde, complètement. Voilà. Donc on reviendra sur le schéma corporel. Oui. On peut, à la limite, tout ce que vous dites nous invite à dire qu'il faut peut-être inverser la célèbre phrase, il faut peut-être reprendre ses désirs pour la réalité. D'ailleurs, vous le dites, je crois, dans un de vos livres, que, au fond, c'est un peu cela, l'activité du rêve.
Oui, aujourd'hui où on utilise tellement la réalité virtuelle, aussi d'ailleurs pour l'entraînement sportif, le problème de la réalité, de qu'est-ce que le réel, va être un grand problème. Et vous savez que les grandes maladies psychiatriques nous posent cette question, avec l'hallucination. La différence entre l'hallucination et l'illusion est un objet tout à fait central par rapport à cette question-là, que j'ai aussi évoqué dans les livres que vous voulez bien mentionner. Qu'est-ce que c'est qu'une illusion ? Lorsque je vois un cube de Necker, vous savez, ce cube que je dessine sur un morceau de papier et qui peut me paraître orienté d'une façon ou d'une autre, ou lorsque je perçois une illusion géométrique. Pour moi, l'illusion, c'est une solution. C'est-à-dire que l'illusion, c'est une perception ambiguë qui est donnée à l'intérieur d'un sens, la vision, ou bien entre différents sens qui ne sont pas d'accord. Je peux avoir des informations données par ma propre réception sur mon mouvement, mais qui sont en contradiction avec la vision. Le cerveau doit prendre une décision et je pense que l'illusion, c'est la formule que j'ai inventée, l'illusion c'est une solution devant un conflit sensoriel ou une ambiguïté. Or, notre perception du monde est pleine d'ambiguïté. L'hallucination, c'est autre chose. L'hallucination des schizophrènes, par exemple, c'est une création du cerveau, c'est une invention que fait le cerveau à partir de ses mémoires, de ses représentations, si vous voulez, qu'il a du corps propre, du corps des autres, de la réalité. C'est une création, finalement, d'une réalité qui n'existe pas. Projective. Projective, comme un rêve. C'est effectivement un rêve éveillé. Et il va imposer au monde, dans cette hallucination, des choses, des personnes, des situations qui existent dans notre cerveau. Et c'est pour ça que j'ai emprunté aussi aux ingénieurs le mot d'émulation. Vous avez mentionné ça au début de notre entretien. Simulateur et émulateur. Voilà, les ingénieurs ont inventé deux mots. Et j'essaye encore de comprendre d'ailleurs ce qu'ils veulent dire vraiment par émulation, mais c'est plus que la simulation. Simulation, c'est simplement reproduire en quelque sorte la réalité. L'émulation, c'est inventer, c'est créer un monde qui peut ne pas exister, qui peut ne pas être un monde réel, qui peut être cette combinaison entre ce que nous avons pu stocker dans notre cerveau sur la réalité, le réel, et ce qui existe vraiment devant moi. Et cette distinction entre illusion et hallucination, ça rejoint certaines de vos hypothèses concernant, par exemple, les peintures rupestres. Vous ne vous prétendez pas préhistorien, mais vous risquez quelques hypothèses sur ce qui serait le résultat, au fond, de projections du cerveau, peut-être sur un mode hallucinatoire. Oui, alors vous savez, dans nos domaines, le risque est toujours de parler de choses qu'on ne comprend pas et sur lesquelles on est ignorant. Mais c'est aussi le privilège de l'ignorant de pouvoir éventuellement avoir des idées. Je me suis posé la question concernant les peintures rupestres sur lesquelles vous savez qu'il y a tellement d'hypothèses, y compris sur des idées religieuses, etc. Et j'ai formulé l'idée suivante, toujours avec cette hypothèse que le cerveau projette sur le monde des préperceptions, des interprétations. Lorsque ces gens étaient dans la caverne, je suis allé me promener moi aussi à Lascaux à l'époque où on pouvait encore y aller, ils avaient la perception de formes qui étaient ces mouvements, vous voyez, les sculptures, les formes de la caverne, et ils avaient, d'après moi, aussi, on sait, des torches, c'est-à-dire que l'éclairage de ces formes était un éclairage qui était fluide, qui variait, qui était mouvant en quelque sorte, et qui donnait sans doute à ces formes des apparences variées. Et je crois que déjà nous savons que nous projetons sur le monde le soir des images d'animaux.
Moi, dans ma famille, autour de moi, j'ai des gens très sensibles et qui, la nuit, quand on se promène au crépuscule, disent « Oh, regarde, il y a là un éléphant, une girafe. » Nous savons tous que nous avons des nuages. un arbre qui ressemble à une girafe. Donc, nous appliquons au monde des formes. Je crois qu'il peut s'être produit exactement la même chose, à savoir que ces hommes pour qui ces animaux étaient si importants, qui avaient dans leur mémoire une mémoire très vive de la forme de ces animaux en action, avaient un petit peu comme une camera lucida, en quelque sorte, avaient une évocation. Et ceci, aujourd'hui, la neurophysiologie moderne donne une piste qui rend cette explication possible. Nous avons par exemple une structure qui s'appelle l'hippocampe. Cette structure neuronale qui est au fond du cerveau, ça s'appelle l'hippocampe parce que ça a une forme un peu comme ça. Elle est très importante dans la mémoire spatiale, la mémoire des lieux, la reconstruction de l'espace. Et cette structure qui s'appelle l'hippocampe, elle a une organisation neuronale très particulière. Elle lui permet, à un moment donné, de stocker des informations sur tout un ensemble de choses qui se produisent. Des informations sensorielles, des actions, des mémoires. C'est une structure qui peut combiner des informations, les stocker en mémoire, et éventuellement d'ailleurs les envoyer en mémoire à long terme. Mais elle a une autre capacité extraordinaire qui est due à sa structuration et qui est étudiée aujourd'hui par les spécialistes des réseaux neuronaux, c'est de retrouver une configuration, un événement. Je traverse une rue et j'entends quelque chose à partir d'une proportion très faible des informations stockées. C'est la Madeleine de Proust. Vous savez, Proust qui retrouvait tout un monde à partir simplement de l'odeur de la madeleine. C'est une propriété fondamentale de notre cerveau d'être capable de reconstruire tout un monde à partir de très peu d'indices. C'est une expérience courante et peut-être dans le sport, c'est très important aussi, dans des jeux très rapides. Et je pense que c'est ce qui s'est produit peut-être aussi à Lascaux, c'est qu'à partir de cette perception de mouvement qui était appliquée sur des formes, ces hommes pouvaient percevoir là le bison. Et après tout, ils se contentaient de le dessiner comme on le fait sur une caméra lucida. Voilà, c'est une idée peut-être complètement absurde. J'aimerais qu'on parle de La Décision, Oui. qui est un livre important que vous avez consacré à cela. Et j'aimerais que l'on essaie de penser la décision autrement qu'à partir de schémas volontaristes, Oui. au fond un peu sommaires, mais l'ancrer, au fond, dans l'action, elle aussi, et dans le système nerveux, et la complexité du système nerveux. Et vous isolez un certain nombre de mécanismes à propos de la décision, que sont par exemple la mémoire, l'anticipation. Est-ce qu'on pourrait s'arrêter? La mémoire, en quoi la mémoire a-t-elle quelque chose à voir avec la prédiction, par exemple? On a de la décision aujourd'hui une perception qui est très intellectuelle. C'est-à-dire qu'en particulier le siècle précédent a voulu faire de la décision une fonction du cortex préfrontal, c'est-à-dire logique. On a associé décision et rationalité. Or, il s'est produit, vous savez, une révolution au tournant du 19e et du 20e siècle avec William James qui a dit... en ce qui concerne les émotions, qui a dit je ne fuis pas parce que j'ai peur, j'ai peur parce que je fuis. C'est-à-dire qu'il a dit finalement cette forme de décision élémentaire qui est le fait de se mettre à fuir est produite non pas par une analyse rationnelle que fait mon cerveau du monde, mais par des émotions qui sont produites dans mon corps et que je perçois comme signifiant danger et qui induisent ce sentiment de peur. Donc ça a été une révolution extrêmement importante, philosophique et physiologique, avec toute une série de luttes. Il en est un petit peu la même chose pour la décision. Ce que j'ai soutenu dans ce livre, c'est que la décision est une propriété fondamentale du système nerveux. Même un neurone, comme la cellule de Meutner, qui est un gros neurone chez le poisson, qui est responsable de sa fuite,
ou de sa décision de capturer une proie, ce neurone-là tout seul est un neurone capable de prendre des décisions. Pourquoi ? Parce qu'il intègre une multitude d'informations sensorielles, mais aussi il intègre des informations sur l'état interne de l'animal et sur la mémoire de son expérience passée. Voilà un neurone géant, magnifique, qui intègre pour dire en quelque sorte au poisson « fuis » ou « capture », ou « fuis par là », aussi bien des informations sur le monde, les informations sur l'état de l'animal et les informations sur la mémoire du passé. La décision est donc une propriété fondamentale du système nerveux qui s'est compliqué. Chez le crapaud, c'est des petits réseaux, puis chez nous, c'est devenu de plus en plus complexe. Mais on trouve à tous ces niveaux de la hiérarchie des décisions au cours de l'évolution, ces grandes composantes que sont l'analyse de la réalité, qui chez nous est peut-être la rationalité, l'émotion, la valeur pour l'animal, mais aussi la mémoire. Et il y a l'anticipation. Vous dites que le cerveau est une machine à anticiper le futur. J'aimerais que vous précisiez un peu cela. Oui. Alors, comme nous l'avons déjà dit plusieurs fois, à partir du lézard qui lance sa langue, du sportif qui prédit la balle, le cerveau est essentiellement une machine à prédire le futur. Et c'est vrai pour la mémoire. La mémoire ne sert pas seulement à se rappeler ses vacances ou ce qu'on a passé. La mémoire, pour moi, est un outil fondamental de prédiction. C'est en effet, au début était l'acte, et comme d'ailleurs l'ont proposé les grands philosophes phénoménologues, qui ont comparé protension, rétention, cette espèce de jeu. Le présent est toujours entre le passé et le futur, et les préparations du futur. Le présent vivant. Le présent vivant et préparation du futur. Et la mémoire, elle intervient en permanence par des mécanismes que nous comprenons encore mal. Et cette physiologie, en quelque sorte, de l'intervention de la mémoire dans la prédiction est à faire. Il y a des choses intéressantes qui sont faites aujourd'hui par des études de neurophysiologie chez le rat sur le caractère anticipateur de la mémoire, dans la mémoire des trajets, par exemple. Mais on comprend encore mal ce rôle de la mémoire dans l'anticipation. Mais le cerveau est essentiellement une machine à prédire, bien sûr. La décision, pour vous, c'est une caractéristique du vivant. Ce n'est pas simplement à rapporter à un être doué d'un libre arbitre, un être cartésien qui déciderait, qui serait la cause de ses actions. Là, il y a une manière, au fond, de replacer la décision à la fois dans le temps, le passé et l'avenir, et en même temps dans la totalité du vivant. Qu'est-ce que c'est que le vivant ? Est-ce que c'est peut-être l'être traversé par le temps, qui retient le temps ? Je ne sais pas. Oui, je vous remercie de cette remarque, parce que nous avons actuellement des dialogues très importants avec les philosophes sur ces questions-là, puisque dans les sciences cognitives, il y a ce dialogue. Et oui, la décision est peut-être un paradigme fondamental du vivant, puisqu'on la trouve à tous les niveaux de hiérarchie. Et là aussi, il faut réintégrer émotion et décision. On a, encore une fois, en même temps que le siècle précédent a été le siècle du verbe contre le corps, si on peut dire, ou même les mathématiciens ont oublié ce qu'avait dit Poincaré, qui a dit imaginer un mouvement, imaginer un point dans l'espace, c'est imaginer le mouvement qu'il faut faire pour l'atteindre. Einstein d'ailleurs a dit, Poincaré avait raison. La géométrie a oublié, disait Einstein, que les axiomes de la géométrie euclidienne étaient basés sur l'expérience sensible. Exactement comme on a oublié le corps, on a oublié l'émotion. Et on a fait pendant longtemps de l'émotion quelque chose à part, qui était négatif, qui était souvent une gêne d'ailleurs, qui était une réaction à une situation. Et puis il y avait la raison. Il y avait le cerveau de la raison, jusqu'au cortex préfrontal, et le cerveau limbique des émotions. Et c'est grâce à des gens comme Antonio Damasio, d'ailleurs, il y a quelques années, et qui ont travaillé sur des patients qui avaient des lésions du cortex orbitofrontal ici et qui avaient du mal à relier raison et émotion,
est née une physiologie aujourd'hui et une psychologie qui montre à quel point raison et émotion sont combinées et à quel point la décision intègre toujours une partie de ces mécanismes d'émotion. Et on retrouve là aussi une nouvelle vocation à l'émotion, qui est d'être un outil d'anticipation. Car si l'émotion est tellement le partenaire de la raison, dans des confrontations qui se font dans des structures comme le cortex orbitofrontal, etc., ou l'amygdale, ça veut dire que l'émotion est partie prenante à l'anticipation. Damasio, l'auteur de L'erreur de Descartes, oui. Déjà le titre est un peu polémique, mais avec le cas d'école de la baramine qui a touché le système limbique, c'est ça, d'un brave homme. Non, mais c'est Phileas Gage qui était cet ouvrier dont le crâne a été transpercé par une baramine et qui a atteint cette zone ici, là, sous le cortex orbitofrontal, et qui était un homme qui avait des troubles d'ailleurs dans la vie sociale importants et qui avait du mal à faire cette liaison entre décision et émotion. Et à partir de ça est née toute une nouvelle physiologie de cette relation entre émotions, mais d'ailleurs qui dépasse de beaucoup le simple domaine de la neuropsychologie. Donc, il y a un dans le monde sportif, j'ai cru comprendre, en entendant les grands sportifs parler du mental et parler de tout le travail qui est à faire sur le contrôle des émotions, etc., que toutes ces décisions fabuleuses que prennent les sportifs dans des jeux ou dans des gestes sportifs sont aussi en interaction avec l'émotion. On pourrait aborder, puisque nous parlons des rapports de la décision et de l'émotion, l'activité sportive est une activité qui requiert à la fois des décisions majeures tout au cours d'une action et du déploiement d'une action, mais également un certain nombre d'émotions, et des émotions, certaines d'entre elles sont très bénéfiques. Le stress, par exemple, chez le sportif, et ailleurs aussi, est très bénéfique. Alors, à la fois, nous parler du stress et de l'intérêt du stress, et en même temps, peut-être, s'interroger sur des démarches qui pourraient consister à vouloir, sinon le maîtriser, peut-être même le supprimer, pour essayer de banaliser, par exemple, la compétition pour le sportif. Oui, alors, il est évident que je ne me permettrai pas de dire ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon pour l'entraînement d'un sportif. Il appartient aux entraîneurs et aux spécialistes de donner ce genre d'opinion. En plus, je ne suis pas médecin, ce qui doit être clair. Le stress est un monde extraordinairement compliqué qui a ses avantages, ses inconvénients, mais si vous voulez bien, on va le discuter sous l'angle de l'émotion. Il est clair qu'un certain degré de mobilisation de l'attention, de toutes les facultés, disons, que le cerveau peut recruter, et ne peut pas être mauvais pour accomplir des tâches. Mais là aussi, vous allez peut-être être déçus, mais le physiologiste, je crois, aujourd'hui, aurait du mal à dire si le stress est bon ou ne l'est pas bon, parce que dans l'accomplissement d'une tâche complexe, que ce soit un geste sportif, un jeu, le jeu compliqué auquel le cerveau doit s'y lier est encore une fois un jeu entre inhibé et activé. Le cerveau n'est pas une machine qui passe son temps à choisir des mouvements à faire et à activer. Une grande partie des mécanismes du cerveau sont des mécanismes inhibiteurs. Et le sportif doit le savoir, c'est ne pas faire. Le cervelet, qui est ici, et qui est la structure qui contrôle toute la coordination du mouvement, la seule sortie, c'est inhibiteur. Je pense donc j'inhibe, vous dites. Je pense donc j'inhibe. J'agis donc j'inhibe. Agir, c'est ne pas faire. Et par conséquent, il est très vraisemblable que lorsque un sportif a appris une séquence de gestes d'une grande complexité ou doit apprendre à résister, quand on joue au rugby, apprendre des feintes. Dans le sport, les sports collectifs, il y a une partie de feinte, c'est-à-dire faire semblant de faire, mais ne pas faire.
Il y a là une mise en jeu de mécanismes cérébraux qui demandent à la fois un contrôle formidable d'inhibition de l'action et en même temps de lâcher en quelque sorte au maximum. Donc je crois que la réponse à votre question ne va pas être, ça va être une réponse de nommant, ça ne va pas être l'émotion est bonne ou pas bonne, le stress est bon ou pas bon, mais c'est dans cet équilibre délicat, sans cesse remis en cause, du contrôle de soi-même et de l'expression de forces qu'ils peuvent utiliser. Là, après tout, on doit pouvoir utiliser la colère, que la bonne façon d'agir va être trouvée. Mais est-ce que les sciences cognitives, par exemple, peuvent nous renseigner sur la bonne manière, entre guillemets, il ne s'agit pas de donner des leçons, de dire le bien ou le mal, sur la bonne manière, au fond, de gérer ses émotions, si je puis dire? Y a-t-il une économie des émotions qui puisse se nourrir de ce que nous apprennent les sciences cognitives? Je crois qu'il faut dire aujourd'hui que tout ce qui concerne la physiologie et la psychologie des émotions est encore à faire. Donc vous allez être déçus. Par exemple, aujourd'hui, il y a des études extrêmement intéressantes faites par un psychologue parisien, Olivier Houdet, qui est un spécialiste de la psychologie de l'enfant, avec des équipes d'imagerie cérébrale au CEA, à Caen, sur l'apprentissage de tâches logiques. Et vous savez que l'enfant, quand on lui demande, on pose sur une table des billes, on lui demande combien il y en a. Quand il est petit, si on les met très écartés, il dira il y en a beaucoup plus là où c'est long que là où c'est court. Et puis il faut inhiber cette stratégie cognitive qui consiste à penser que plus long, c'est plus nombreux, pour ensuite calculer. Autrement dit, les stratégies cognitives qui nous permettent d'évaluer une situation, et c'est sans doute aussi le cas dans un jeu collectif par exemple, sont souvent des stratégies qui demandent d'inhiber des stratégies cognitives plus anciennes. Et ils sont en train de montrer que dans la gestion justement de ces stratégies contradictoires dont le cerveau dispose, l'émotion peut jouer un rôle très important. Mais aujourd'hui, je crois qu'on n'en sait pas assez. Oui, la capacité de ressentir en soi, de vivre en soi ce que fait l'autre est aussi vrai pour les émotions. Par exemple, il existe, exactement comme il existe un système miroir, un système de neurones miroirs pour l'observation de l'action d'autrui. Les données récentes de l'imagerie cérébrale montrent qu'il y a aussi une série d'aires cérébrales qui sont impliquées dans la perception émotive des émotions d'autrui. Par exemple, si on voit un visage qui exprime la colère, qui exprime la peur, c'est des structures qui sont activées lorsqu'on perçoit un visage qui exprime la peur, quelqu'un qui a peur, sont aussi les structures qui sont impliquées lorsqu'on a peur. L'amygdale, par exemple, qui est cette structure qui est impliquée lorsqu'on voit une vipère, etc. Et nous travaillons aujourd'hui sur l'expression corporelle des émotions, qui est sans doute si importante dans les arts martiaux, par exemple, par tout ce codage qui est sans doute utilisé pour représenter les émotions. Donc il y a aussi vraisemblablement des aires du cerveau qui sont spécialisées dans l'identification de l'expression corporelle de l'émotion, que ce soit la menace, que ce soit la peur ou la colère. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de comprendre comment ce réseau d'air qui est impliqué de façon, dirions-nous, neutre dans l'observation de l'action d'autrui, qui va coder les gestes d'autrui, et le réseau d'air qui sont impliqués dans l'identification de l'émotion par autrui, travaillent ensemble. Et conduisent à percevoir autrui à la fois comme quelqu'un qui fait un geste qui a une signification et comme quelqu'un qui fait un geste qui exprime une émotion. Qui ressent quelque chose. Vous savez que c'est important dans des maladies comme le Capgras, par exemple. C'est cet enfant qui
qui fait du vélo, qui tombe par terre, qui a une lésion dans le cerveau, et qui revient à la maison et qui dit à son père « Tu n'es pas mon père, tu es un imposteur, tu lui ressembles ». Les psychanalystes ont identifié ça comme éventuellement l'enfant avait vu ses parents faire quelque chose qui était vilain, ou bien il avait un Oedipe considérable. Et aujourd'hui, nous pensons que, dans certains cas en tout cas, ce qui se produit, c'est que les zones du cerveau qui identifient la forme du corps du père, ou son visage, qui font l'identité du père, et qui sont distinctes des aires du cerveau qui identifient les relations avec l'émotion, l'affect, les souvenirs. Ces zones-là sont déconnectées, et cette combinaison entre l'identification de l'identité du père et l'identification de sa valeur émotionnelle ne se fait plus, et c'est pour ça qu'il dit au père « tu es un imposteur ». Le cerveau des émotions et le cerveau cognitif ne travaillent plus ensemble. On va parler maintenant de l'empathie. Oui. Vous avez, c'est votre dernier ouvrage, je crois, enfin pas le dernier, l'avant-dernier, je crois, ouvrage consacré à l'empathie. Alors l'empathie, c'est être capable de prendre le point de vue des autres en restant soi-même. Alors quelle est la fonction de l'empathie? Essayons de rattacher ça en particulier aux sportifs. C'est important l'empathie chez les sportifs. Est-ce que Barthez, quand il est en face du buteur, en face de lui, est-ce qu'il doit être empathique pour savoir où va aller le ballon lors du penalty, par exemple? Comme le prédateur voilà. anciennement. Oui. La capacité de comprendre les intentions de l'autre est certainement une des propriétés qui, au cours de l'évolution, caractérise le cerveau de l'homme. Et je ne suis pas moi-même un grand sportif, mais il me paraît évident que dans les arts martiaux, par exemple, la capacité d'aller comprendre l'intention de l'autre, qui d'ailleurs se joue beaucoup avec le regard, et les jeux du regard, le mensonge du regard de l'autre, etc., dans les jeux collectifs, enfin en sport en général, cette capacité de comprendre les intentions de l'autre, les émotions de l'autre, la fatigue de l'autre peut-être aussi, au tennis j'imagine, c'est très important, est fondamentale. Donc oui, l'empathie, qui est une des grandes capacités du cerveau humain, est certainement un grand sujet important pour comprendre ce qui se passe dans le sport. Alors, que savons-nous aujourd'hui de l'empathie ? Nous avons écrit ce livre qui est un livre collectif à la suite d'un séminaire que j'ai organisé au Collège de France avec Gérard Jorland, qui est un historien des sciences et philosophe, et qui nous avons réuni un certain nombre de spécialistes qui traitent de la relation avec l'autre. La conclusion a été qu'au fond, on ne sait pas grand-chose sur ce qu'est l'empathie. Il y a des livres de philosophie, mais aujourd'hui, je crois que personne ne sait exactement ce que c'est. D'abord, il faut distinguer sympathie et empathie. Qu'est-ce que c'est que la sympathie ? Notre idée est aujourd'hui, comme l'avaient proposé d'ailleurs les philosophes allemands qui s'étaient intéressés à ces concepts, c'est que j'éprouve de la sympathie pour vous si j'éprouve en moi-même l'émotion que vous ressentez. Mais je n'ai pas besoin pour cela, peut-être, et ce sont des hypothèses, de me mettre à votre place, de voir le monde à votre place. Vous êtes triste, je suis en sympathie avec vous. L'empathie, c'est autre chose. L'empathie, c'est, d'après les propositions qui sont faites par des psychologues ou par des chercheurs qui essayent de comprendre ça, c'est au moins 3 mécanismes. Premièrement, c'est ressentir une émotion, sans doute. Là-dessus, tout le monde n'est pas d'accord d'ailleurs. Qui est proche de l'émotion que ressent l'autre. Mais c'est aussi se mettre à la place de l'autre, c'est-à-dire c'est voir le monde. Si je suis au tennis en train d'essayer de battre le champion du monde, il est important que je puisse voir mon cours, ma partie du cours, de son point de vue éventuellement, pour essayer de deviner
comment, de son point de vue, il va estimer l'endroit le meilleur pour aller placer sa balle. Je pense dans les arts martiaux, c'est pareil, au rugby ou dans les sports collectifs, les sports d'interaction, à l'escrime aussi. Donc, deuxièmement, c'est être capable de se mettre à la place de l'autre pour bénéficier des éléments de perception du monde qu'il aura. Et en même temps, c'est rester soi-même pour pouvoir voir la situation avec un certain recul. Et c'est là que je pense, par exemple, que l'empathie fait intervenir, c'est ce que j'ai soutenu dans ce petit chapitre dans le livre sur l'empathie, utilise la manipulation des référentiels spatiaux, le changement de point de vue. Vous savez que nous avons plusieurs capacités, plusieurs façons de traiter l'espace. Si j'essaye de me rappeler le chemin que j'ai fait de chez moi jusqu'à ma maison, je peux le faire en me rappelant les mouvements de mon corps, avec ma kinesthésie, mémoire visuelle, les épisodes. Mais je peux aussi avoir une carte. En venant à l'INSEP, je peux me rappeler un chemin en me rappelant que j'ai tourné à gauche-droite, mais je peux avoir une carte de l'INSEP, par exemple. Ces stratégies cognitives activent dans le cerveau des systèmes qui sont à la fois différents et les mêmes. La première stratégie, se rappeler ces mouvements, nous l'appelons égocentré. C'est-à-dire, je vois le monde à partir de moi. Et un sportif qui joue au foot, qui est sur un stade de rugby, ou qui peut avoir une perception uniquement égocentrée de l'adversaire, des gestes à faire. Mais il peut aussi, comme dans l'exemple que je donnais, voir la situation de dessus. Et j'imagine que dans des sports collectifs, mais aussi dans des sports d'interaction, même la boxe, enfin les sports de combat, le sportif a cette double vision. À la fois, il a la perception égocentrée de l'autre par rapport à lui, mais il doit avoir quelque part dans son cerveau, et nous connaissons mieux les structures, comme on dit, une vue d'ensemble de la stratégie. Et c'est évident dans les grands jeux collectifs. Donc on retrouve ici cette idée de dédoublement. Donc l'empathie exige, résumons, d'abord que j'éprouve éventuellement l'émotion ou la perception de l'autre. Deuxièmement, que je me mette à sa place pour voir, que je sorte de moi-même, mais en même temps que j'ai peut-être une vision d'ensemble et que, voilà. Alors la question, c'est comment est-ce que le cerveau arrive à faire tout ça ? Nous ne savons pas. Moi, je pense qu'on doit pouvoir utiliser ce que j'appelle le double. C'est-à-dire que pour être empathique avec vous, il faut à la fois que je sois moi-même, que j'éprouve en moi le sentiment, mais que je prenne mon double et que je l'amène en vous et que je vois le monde avec lui. C'est ainsi que vous pensez un peu la conscience, d'ailleurs, hein, la conscience comme cette... Oui, vous savez, il est possible aujourd'hui qu'on puisse avoir accès au mécanisme de la conscience, de la perception consciente. En tout cas, beaucoup de nos amis essayent de relever ce défi. Et la conscience doit avoir quelque chose avec le changement de point de vue. Parce que l'empathie, il y a quand même l'enjeu, c'est qu'apprendre le point de vue de l'autre, il ne faut pas trop le prendre, sinon on serait l'autre. Donc il faut à la fois avoir le point de vue de l'autre. Il faut rester soi-même. Voilà. Et voilà, c'est un jeu. C'est une gageure un peu. Oui. Et c'est pour ça que je pense que. Et c'est un grand sujet qui évidemment dépasse celui du monde sportif, mais peut-être pas parce que dans l'apprentissage sportif, j'imagine, mais pardonnez-moi si je sors un peu de ma compétence, j'imagine que le problème doit se poser, qui est celui du surapprentissage. Permettez-moi d'utiliser une parabole. Je m'intéresse beaucoup aujourd'hui à la façon dont on crée des jeunes terroristes. En effet, se mettre à la place de l'autre pour éprouver sa souffrance, pour éprouver son point de vue, pour éprouver la façon dont il voit le monde, exige cette flexibilité. Et nous savons que ce sont des choses qui s'apprennent jeunes entre 7 et 12 ans. Piaget a montré que c'est à cette époque-là que le cerveau de l'enfant est capable d'imaginer le monde de différents points de vue. Et je pense qu'aujourd'hui, comme d'ailleurs dans l'histoire de l'homme depuis toujours, on a un certain nombre de gens utilisent des méthodes pour enfermer
des jeunes, des enfants, dans un point de vue étroit du monde. Et je me suis demandé de temps en temps si un hyper-apprentissage, un surapprentissage à l'école, comme peut-être dans le sport, de certaines solutions uniques ne peut pas ensuite empêcher, gêner en quelque sorte l'innovation, la flexibilité. Et j'imagine que en matière sportive, par exemple, le défi des entraîneurs consiste à la fois à apprendre aux sportifs des automatismes, à voir les choses d'une façon extrêmement serrée, disons, et en même temps être capable d'innover. J'ai eu un dialogue intéressant à un moment donné qui m'avait fait penser à ça sur les pertes de figure, pour les plongeons. Des sportifs de très haut niveau étaient venus nous voir en nous disant on a un problème, c'est que de temps en temps, les sportifs de haut niveau qui apprennent à plonger, à faire des figures, une chose sans doute très stéréotypée, ont tout d'un coup un blocage. Et ils arrivent, ils refusent de faire ça. Et c'est effectivement intéressant parce que c'est un exemple d'hyper-apprentissage, mais qui peut-être lorsqu'il y a un petit changement de quelque chose, empêche le sportif de trouver une autre solution. Nous n'avons jamais donné la réponse. Lorsqu'on parle d'empathie, on a un peu immédiatement tendance à entendre le terme en un sens moral. Il est vrai qu'il y a des philosophes, Max Scheler par exemple, qui a parlé de l'empathie. Votre regard sur l'empathie est un regard qui est très différent, dans la mesure où vous ne vous arrêtez pas simplement à l'aspect moral de l'empathie, mais vous replacez l'empathie dans l'histoire de l'espèce, enfin dans la sélection naturelle, et en particulier, vous montrez que l'empathie a un rôle important dans la prédation, dans la chasse, par exemple, chez les prédateurs. Oui, la raison pour laquelle j'ai fait ce petit chapitre sur la spatialisation de l'empathie et le rôle du point de vue, c'est que pour attraper une proie, pour échapper à un prédateur, depuis toujours, au cours de l'évolution, les animaux ont dû, d'une certaine façon, se mettre à la place du prédateur ou de la proie. Donc, la nécessité, encore une fois, pour anticiper, pour prédire, comme dans le cas d'un jeu sportif, la nécessité de se mettre à la place de l'autre, elle existe depuis toujours. Encore une fois, le cerveau n'a pas été fait simplement pour faire un interview de Berthoz. Le cerveau a été fait pour capturer des proies ou échapper à des prédateurs. Et ces mécanismes je pense effectivement, il faut les replacer dans leur contexte. Mais en même temps, il faut admettre l'idée, et c'est ça la difficulté. Aujourd'hui, pour échapper à une approche que d'aucuns appelleraient réductionniste, si vous voulez, à tout crin, il faut en même temps admettre que l'extraordinaire complexification du cerveau qui a abouti au cerveau de l'homme a donné à ce type d'interaction des aspects, des modes qui ont une dimension qui devient morale, etc. Donc il faut refonder, mais sans essayer de réduire. Voilà la difficulté. Oui, parce qu'il y a une manière, au fond, de relier de façon un petit peu artificielle l'empathie, par exemple, et la compassion. Tout à l'heure, on parlait de la sympathie et de la compassion. Et donc, d'analyser un défaut d'empathie comme étant, au fond, un défaut de compassion, alors que ça n'a rien à voir. Oui. À discuter. C'est-à-dire que quand vous parlez du prédateur qui témoigne d'une empathie, nous sommes en des termes ici strictement adaptatifs, au fond. Oui, mais là aussi, il va falloir faire un travail de terminologie. Peut-être qu'il ne faudra pas dire que le prédateur a de l'empathie, la même empathie que celui qui voit quelqu'un souffrir et qui veut essayer de donner une partie de soi-même pour enlever la souffrance. Au fond, la grande leçon de ce que vous dites, c'est à la fois penser l'homme dans la continuité, c'est une très bonne chose, d'en finir avec l'anthropocentrisme, mais aussi ne pas perdre de vue un certain nombre de discontinuités, de sauts. Alors les mauvais mots sont les mots de hiérarchie, mais dans hiérarchie de mécanismes, il y a le contrôle
de ce qui est inférieur par ce qui est supérieur. Donc les mots sont à inventer. J'ai envie de vous poser une question. Comment expliquer, du point de vue qui est le vôtre, le fait que seul l'homme soit un animal sportif? C'est une magnifique question. Précisément parce que il a inventé le jeu, parce qu'il a un imaginaire, parce qu'il a des capacités de prédire qui sont extraordinaires. De toute façon, dans le sport, encore une fois que je connais mal, on trouve toute cette hiérarchie. Je suis en train d'apprendre le rugby. Oui, enfin pas à jouer, mais je vais... Et il m'a fallu longtemps pour comprendre. Apprendre, ça veut dire quoi? Pour apprendre et comprendre. Qu'entendez-vous par apprendre? Apprendre les règles? Oui, les règles. Non, apprendre à voir. Ah. Apprendre à voir. C'est extraordinaire comme devant un match de rugby, on peut ne pas voir, on peut ne voir que les mouvements, etc. Et on ne peut pas percevoir, comprendre, anticiper la complexité du jeu de rugby. Ce qui est vertigineux, c'est de savoir que ce sont les mêmes structures qui sont mobilisées lorsqu'on voit un plaquage, oui. Lorsque ce plaquage est réalisé. Oui, presque les mêmes, oui. Mais pour comprendre la stratégie qui se développe sur le terrain et ce double jeu qui existe, cette capacité qu'a sans doute le demi de mêlée qui est en train de faire la mêlée, à la fois d'être dans la mêlée et en même temps d'avoir dans sa tête l'ensemble de tout le jeu sur le terrain. Donc cette dualité, si vous voulez, qui est caractéristique du cerveau humain, de capacité d'avoir ensemble dans le cerveau une multiplicité de représentations ou de simulations de points de vue différents, c'est ce qui fait sans doute à la fois l'originalité de l'homme et l'originalité des sports les plus complexes. Et puis le sport est un spectacle, donc il y a un spectateur, donc il y a un troisième point de vue, il n'y a pas simplement les deux équipes face à face. Panem et circenses. Donc vous êtes dans la situation de celui qui regarde. Voilà. Alors, deux équipes. Il y a aussi, bien sûr, vous avez raison, l'homme social, dont nous avons peu parlé, mais qui est ce rôle si fondamental du sport dans le jeu des interactions, y compris d'ailleurs dans le jeu des interactions entre les spectateurs. Parce que ce qui se passe sur le terrain de sport joue aussi un rôle social, entre les gens qui regardent, n'est-ce pas? Exactement. Voilà. Pour conclure, j'ai envie de reprendre un peu l'épilogue de votre livre, La décision, qui comporte à la fois un regard assez critique sur le développement au fond des sciences et des savoirs, et même peut-être de certaines orientations philosophiques au XIXe et au XXe siècle, qui a conduit à privilégier à la fois la raison, peut-être même le langage, vous l'avez dit tout à l'heure, peut-être même les théories de l'information, et exclusivement théories de l'information, aux dépens du corps sensible. Et cet éloge du corps sensible, qui comporte peut-être une sorte d'humanisme du corps sensible, est riche de réflexion pour quelqu'un qui s'intéresse au sport d'ailleurs, parce que le sport a quelque chose à voir avec le corps sensible, qu'il peut à la fois exalter, qu'il peut aussi peut-être parfois, par la performance pour la performance, par la quantification, qu'il peut aussi peut-être menacer. Nous avons une réflexion à faire sur ce qu'est l'homme sensible. Vous savez, moi j'aime bien les jardins anglais, par contraste avec les jardins français. Le jardin français, c'est le jardin de la géométrie, comme les mathématiques de Hilbert. C'est un jardin qui a oublié le plaisir du mouvement, comme l'architecture. Vous savez que dans le sens du mouvement, j'ai écrit quelques pages dures à l'égard des architectes qui ont oublié le plaisir du mouvement. Je les accuse de faire une architecture, pas pour tous évidemment, beaucoup d'entre eux, une architecture qui conduit l'homme au désespoir, en ayant oublié justement ce dont nous avons parlé, le fait que la perception et palpation, la vision et palpation par le regard, et que la forme de l'architecture, comme la forme du jardin, doit nous renvoyer à notre sensibilité.
Oui, il y a là une réflexion sur ce qu'est l'homme et la femme aussi, qui dépasse le simple cadre du problème du sport, mais qui est très profonde et sur lequel il faut qu'on réfléchisse beaucoup, surtout dans un siècle maintenant où nous avons une domination de la technologie, de l'information, et surtout aussi avec l'apparition de tous ces mondes virtuels. Qu'est-ce que ces mondes virtuels vont contenir comme image ou comme vécu de l'homme ? Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas une attitude critique à l'égard de la science, comme on a pu le voir par le passé, une sorte d'attitude anti-scientifique. C'est un scientifique qui appelle, au fond, à ce que la science a une sorte de refondation, entre guillemets, humaniste de la science. Oui, et je ne suis pas seul. C'est-à-dire que ces livres ou ces propos que vous voulez bien discuter avec moi sont les propos et les préoccupations d'une génération de chercheurs, de psychologues, de psychiatres aussi, de médecins. Et ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est qu'en même temps, cette réflexion est en train d'être faite en même temps que les grandes idéologies ont disparu. C'est-à-dire qu'il y a besoin d'une refondation aussi des théories de l'homme. Et le rôle du sport dans tous ces réflexions est très important. Encore une fois, je vous disais tout à l'heure que Bernstein, qui était un des grands maîtres finalement de la physiologie moderne, était un homme qui a travaillé avec des sportifs. Je crois que le dialogue que nous avons avec non seulement les sportifs, mais aussi les entraîneurs et les scientifiques qui s'occupent du sport, est un dialogue très important. Nous avons, nous, physiologistes, beaucoup à apprendre de ceux qui mettent leur corps et leur cerveau sensible au service, en quelque sorte, des relations des gens. Voilà. Donc, nous avons à apprendre beaucoup du monde du sport.